Mon neveu a dit que je n'étais pas de la vraie famille à l'anniversaire de mon père. Tout le monde a ri. J'ai sourié. Le lendemain matin, j'avais clôturé son fonds d'études de 482 000 €. Ma sœur m'a appelé en hurlant que j'étais sans cœur. Je m'appelle Sienna, j'ai 38 ans. Je vis seul dans un appartement en centre-ville qui surplombe les toits de la ville, une vue que j'ai méritée par des années de travail discipliné dans le secteur financier. Ma vie est structurée, calme et prévisible, un contraste frappant avec la chaleur chaotique et les émotions désordonnées de ma famille, que j'ai toujours essayé de soutenir à une distance confortable. Pendant des années, j'ai cru que j'étais la bienfaitrice silencieuse, le pilier fiable sur lequel ils pouvaient s'appuyer, sans jamais réaliser qu'à leurs yeux, je n'étais pas du tout un pilier, mais un tremplin qu'ils se sentaient en droit d'utiliser. C'est l'histoire de comment une blague cruelle lors d'une fête d'anniversaire familiale a révélé une vie de mépris silencieux, et comment j'ai utilisé les outils mêmes de mon métier pour leur donner une leçon sur la valeur, le respect et le véritable coût de la famille. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. Veuillez me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Ma relation avec l'argent a toujours été différente de celle de ma famille. Ils le voient comme quelque chose à dépenser, à apprécier, et dont on se souciera plus tard. Je le vois comme un outil, un moyen de créer la sécurité, la stabilité et, plus important encore, la liberté. En tant qu'analyste financière senior, toute ma carrière est basée sur la prévision des risques et la construction de structures robustes pour y résister. J'ai appliqué les mêmes principes à ma famille. Quand ma sœur Isabelle a décidé de poursuivre une carrière de graphiste indépendante, je savais que ses revenus seraient sporadiques. Bien que j'admirais sa passion artistique, la passion ne paie pas une hypothèque ou un appareil dentaire. Alors, je suis discrètement devenu son filet de sécurité. Cela a commencé modestement, en couvrant une facture de réparation de voiture qu'elle ne pouvait pas se permettre, en payant une visite d'urgence chez le dentiste pour son fils, Ethan. Au fil des ans, cela a grandi. J'ai co-signé le prêt pour sa maison parce que son crédit n'était pas assez solide. J'ai payé les frais de scolarité de l'école privée d'Ethan lorsque son travail d'indépendante s'est tari pendant quelques mois. Chaque fois, Isabelle me remerciait avec une pluie de textos sincères, m'appelant son ange gardien et la meilleure sœur du monde. Je n'ai jamais demandé le remboursement de l'argent. Je l'ai simplement classé dans mon esprit comme un investissement familial à long terme. Le plus grand investissement, cependant, était l'avenir d'Ethan. Ethan est un garçon brillant, et depuis tout petit, il parlait de vouloir devenir ingénieur. J'ai vu son potentiel, et j'ai aussi vu la pression financière constante sous laquelle ma sœur se trouvait. Elle et son mari avaient divorcé il y a des années, et les paiements de pension alimentaire de son ex-mari étaient au mieux irréguliers. Un programme d'ingénierie de premier plan était financièrement hors de sa portée. Alors, quand Ethan a eu 10 ans, j'ai ouvert un compte d'investissement pour mineurs à son nom. J'en étais la dépositaire, la seule gestionnaire des fonds jusqu'à ses 21 ans. Pendant 7 ans, j'ai diligemment versé une partie de ma prime annuelle sur ce compte. J'ai géré le portefeuille, faisant des investissements stratégiques pour m'assurer qu'il croisse à un rythme régulier. C'était mon projet secret, un cadeau qui, je le savais, changerait la trajectoire de sa vie. J'imaginais le jour où je lui en parlerais, à lui et à Isabelle, peut-être à sa remise de diplôme du lycée, et verrais les regards de choc et de gratitude sur leur visage. Le compte était plus que de l'argent. C'était ma façon de montrer mon amour. C'était ma façon de m'assurer qu'au moins une personne dans ma famille n'aurait pas à faire face aux mêmes angoisses financières qui tourmentaient ma sœur et, par conséquent, mes parents. Mes parents, Diana et Arthur, étaient des gens simples qui avaient travaillé dur toute leur vie pour finir avec une modeste pension. Ils vivaient confortablement mais sans extravagance. Ma mère, Diana, était le cœur de la famille, mais son amour était compliqué. Elle adorait Isabelle, sa première-née, et Ethan, son unique petit-fils. Il ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. Isabelle était la créative, l'esprit libre. J'étais la sensée, la pratique. Dans le langage de ma famille, sensée était synonyme des ennuyeuse, et pratique était un code pour insensible. Ma réussite financière n'était pas considérée comme le produit d'un travail acharné et de sacrifice. Elle était traitée comme une sorte de ressource naturelle, comme un puits dans lequel la famille pouvait puiser chaque fois qu'elle avait soif. Quand j'ai acheté mon appartement, le premier commentaire de ma mère n'a pas été de félicitations, mais un soupir suivi de «
ça doit être agréable de ne pas avoir à s'inquiéter des factures. Il y avait un courant sous-jacent de ressentiment. Un récit subtil selon lequel ma stabilité s'était faite au détriment d'une présence réelle ou d'une disponibilité émotionnelle. Ils n'ont pas vu les journées de 16 heures que j'ai faites au début de ma carrière. Ils n'ont pas vu les vacances que j'ai sautées, les événements sociaux que j'ai manqués. Ils n'ont vu que le résultat. Une fille qui pouvait signer un chèque sans sourciller. Et ils en sont venus à s'y attendre. Cette dynamique est devenue le fondement tacite de nos relations. J'étais la pourvoyeuse, celle qui résout les problèmes. Ils étaient les bénéficiaires. J'organisais toutes les grandes fêtes parce que mon appartement était plus grand et que je pouvais me permettre le traiteur. Je payais pour nos vacances familiales annuelles, réservant toujours les vols et les hôtels. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais que c'était mon rôle, ma contribution à la famille. Je les aimais et c'était ma façon de le montrer. Je n'étais pas aussi exubérante ou ouvertement affectueuse qu'Isabelle, mais je croyais que mes actions parlaient d'elles-mêmes. Le compte pour les frais de scolarité était l'expression ultime de cette croyance. C'était silencieux. C'était pratique. Et c'était, je le pensais, un acte d'amour profond. Je n'ai jamais dit à mes parents le montant exact du compte, mais ils savaient que je mettais quelque chose de côté pour les études d'Ethan. Pour eux, c'était juste un autre exemple de Sienna étant Sienna. Ils n'en saisissaient pas l'ampleur. Ils ne comprenaient pas qu'il s'agissait de centaines de milliers de dollars, une somme qui changeait la vie et que j'avais soigneusement cultivée à travers les baisses de marché et les incertitudes mondiales. Pour moi, c'était la clé de l'avenir d'Ethan. Pour eux, ce n'était qu'une autre extension de la banque familiale, une banque dont la seule propriétaire et unique dépositaire était moi. J'étais l'architecte de leur sécurité, travaillant silencieusement dans les coulisses. Je croyais qu'ils étaient reconnaissants. Je pensais qu'ils comprenaient, à un certain niveau, ce que je faisais pour eux. La fondation que j'avais construite pour eux semblait solide, inébranlable. Je n'avais aucune idée qu'elle était construite sur du sable, et que la marée était sur le point de monter. Le cadre de l'effondrement de mon monde fut, ironiquement, une célébration. C'était le 70e anniversaire de mon père, et comme d'habitude, j'avais tout organisé. J'avais réservé le salon privé de son restaurant italien préféré, un endroit confortable avec des boiseries sombres et une odeur d'ail et de pain frais flottant dans l'air. J'avais coordonné avec tous ses vieux amis et notre famille élargie, m'assurant que tout le monde puisse venir. J'avais même prépayé tout l'événement, du repas à 4 plats au bar ouvert, pour que personne, surtout mes parents, n'ait à se soucier du coût. Je voulais que la soirée soit parfaite pour mon père, un homme de peu de mots mais d'une profonde gentillesse. Il méritait une soirée où il se sentirait célébré et aimé sans aucun stress sous-jacent. Ma sœur, Isabelle, n'avait été chargée que d'une chose, le gâteau. C'était une simple division du travail qui semblait juste. Je m'occupais de la logistique complexe et du fardeau financier important. Elle s'occupait de l'unique élément symbolique de la célébration. Elle m'avait assuré que tout était réglé, un gâteau tiramisu commandé sur mesure à la meilleure pâtisserie de la ville. Je suis arrivé au restaurant en avance pour m'assurer que tout était en ordre. Les tables étaient magnifiquement dressées, le personnel était briefé, et une petite table dans le coin était désignée pour les cadeaux et le gâteau. 1 heure après le début de la fête, tout se passait bien. Mon père rayonnait, entouré de ses amis, un verre de son vin rouge préféré à la main. Je le regardais de l'autre côté de la pièce, ressentant un calme sentiment de satisfaction. C'est pour cela que je travaillais si dur, pour des moments comme celui-ci, pour pouvoir offrir à ma famille des expériences qu'ils ne pourraient pas s'offrir autrement. Isabelle, Ethan et ma mère Diana sont arrivés ensemble, en retard comme toujours. Isabelle est entrée dans la pièce d'un pas vif, faisant la bise à ses proches et riant bruyamment, tandis qu'Ethan, un adolescent typique de 17 ans, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, collé à son téléphone. Ma mère a immédiatement commencé à s'agiter autour de mon père, redressant sa cravate et lui tapotant le bras. Isabelle s'est approchée de moi, me faisant une rapide accolade d'un bras. Tout a l'air incroyable, Sienna. Tu es une faiseuse de miracles, dit-elle, sa voix vive et légère. As-tu apporté le gâteau, demandai-je, scrutant ses mains vides. Son visage s'est décomposé une fraction de seconde avant qu'un sourire étudié ne remplace le regard de panique. Oh mon Dieu, je l'ai complètement oublié sur le comptoir de la cuisine. Tu y crois? Mon cerveau est juste de la bouillie ces jours-ci, rit-elle,
comme si oublier la seule tâche qui lui avait été assignée pour le 70e anniversaire de son père était un trait de caractère charmant et excentrique. « Ne t'inquiète pas, ajouta-t-elle rapidement. Je retournerai le chercher après le dîner. Personne ne le remarquera. » J'ai senti un éclair d'irritation familier, mais je l'ai refoulé. Je ne laisserai pas cela gâcher la soirée. J'ai simplement hoché la tête et dit au directeur du restaurant que nous retarderions la coupe du gâteau. Le dîner s'est poursuivi, rempli de rires, de toasts et de souvenirs partagés. Alors que les assiettes du plat principal étaient débarrassées, mon père s'est levé pour dire quelques mots. Il a remercié tout le monde d'être venu, puis a tourné son attention vers sa famille. Il a remercié ma mère pour ses années d'amour et de soutien. Il a parlé de sa fierté pour les talents artistiques d'Isabelle et pour son petit-fils Ethan qui était à l'aube de l'âge adulte. Puis il m'a regardé et, à ma Sienna, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Ma fille sensée, fiable, merci pour tout ça. Tu t'occupes toujours de tout. Il a levé son verre vers moi et la salle a applaudi. J'ai senti une douce chaleur se répandre dans ma poitrine. Peut-être qu'ils voyaient. Peut-être qu'ils appréciaient. Cette chaleur, cependant, fut de courte durée. Après le discours de mon père, l'atmosphère est devenue plus détendue. Les gens se sont mélangés et la conversation s'est tournée vers l'avenir. Plus précisément, celui d'Ethan. Ma tante lui a demandé où il pensait postuler pour l'université. Ethan, levant enfin les yeux de son téléphone, a énuméré quelques universités prestigieuses connues pour leur programme d'ingénierie. « Waouh, ambitieux » a commenté mon oncle. Ces endroits coûtent une fortune. Ma mère, Diana, a bombé le torse de fierté. « Oh, nous ne nous inquiétons pas pour ça » a-t-elle annoncé à la table, sa voix portant à travers la pièce. Sienna s'occupe de tout. Elle a créé un compte spécial pour lui il y a des années. Quelques proches m'ont regardé avec des expressions impressionnées. J'ai esquissé un petit sourire modeste, me sentant un peu mal à l'aise avec cette annonce publique, mais aussi un peu fier. C'était ma contribution, et j'étais heureuse qu'il le sache. Isabelle est intervenue, posant une main théâtrale sur son cœur. Honnêtement, que ferions-nous sans elle? C'est notre propre banque familiale. Certaines personnes ont ri, un son léger et approbateur. Mais ensuite Ethan, qui avait écouté avec un sourire en coin, a décidé d'ajouter son propre commentaire. Il a pointé un doigt directement sur moi de l'autre côté de la table et a dit d'une voix forte et claire, « Ouais, mais grand-mère dit que tu ne fais pas vraiment partie de la famille de toute façon. » La déclaration a flotté dans l'air un instant, tranchante et incroyablement cruelle. Il l'a prononcée avec l'assurance désinvolte d'un adolescent répétant un fait amusant qu'il venait d'apprendre. Pendant une seconde horrible, il y a eu un silence de mort. Puis quelques personnes ont ricané nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague. Et puis ma mère, Diana, et ma sœur, Isabelle, se sont mises à rire. Ce n'était pas un petit rire nerveux. C'était un rire franc et sonore, comme si Ethan venait de livrer la chute de la blague la plus drôle du monde. Ce rire fut le son d'une bombe explosant dans la salle silencieuse et confortable du restaurant. Ce n'était pas seulement Isabelle et ma mère. Quelques-uns de mes cousins, suivant leur exemple, se sont joints à elle. C'était une vague d'hilarité qui a déferlé sur la table, et j'étais la seule à me noyer. Mon père avait l'air déconcerté, le sourire de son discours encore figé sur son visage alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Mon oncle et ma tante ont échangé un regard gêné, trouvant soudain le plafond fascinant. Mais le noyau de ma famille, ma mère, ma sœur et le petit-fils que je prévoyais d'envoyer à l'université, riaient. Ils riaient à l'idée que je n'étais pas vraiment l'une des leurs. Ethan, voyant la réaction qu'il avait provoquée, sourit fièrement comme s'il venait de gagner un prix. C'est à ce moment-là, dans l'écho de leur amusement, qu'une vie de petite vexation, d'être tenue pour acquise, de me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, s'est cristallisée en une seule vérité brutale. Ils ne me voyaient pas seulement comme différente. Ils me voyaient comme séparée. J'étais une ressource, une commodité, une fonction, pas une fille, pas une sœur, pas une tante. La sensée, la pratique, la banque familiale. Tous les noms qu'ils avaient pour moi étaient des rôles, pas des relations. Mon esprit a rejoué les mots d'Ethan. Grand-mère dit que tu ne fais pas vraiment partie de la famille de toute façon. Ce n'était pas seulement la pensée non filtrée d'un enfant. C'était une doctrine, un morceau d'évangile familial transmis par la matriarche elle-même. Ma mère, Diana,
la femme qui était censée m'aimer inconditionnellement, était l'auteur de ce récit. C'est elle qui enseignait à son petit-fils que sa tante, la femme qui finançait tout son avenir, était une étrangère. Alors que le rire continuait, un calme étrange s'est installé en moi. La blessure était si profonde, si intense, qu'elle a transcendé les larmes et la colère, pour atterrir dans un endroit froid et silencieux. Je les ai regardés chacun, ma mère essuyant une larme d'hilarité de son œil. Ma sœur, secouant la tête comme pour dire « Oh, ce garçon !» Et Ethan, se prélassant dans l'attention, complètement inconscient de la dévastation qu'il venait de causer. J'ai lentement plié ma serviette, l'ai posée sur la table et me suis levé. Le rire s'est éteint alors que tous les yeux se tournaient vers moi. J'ai regardé mon neveu et lui ai adressé un petit sourire crispé. Ce n'était pas un vrai sourire. C'était un masque, une armure que j'ai enfilée. C'est une sacrée chose à dire, Ethan, dis-je, ma voix étrangement stable. Puis j'ai regardé ma mère et ma sœur, et encore plus drôle à entendre. Je me suis tourné vers mon père, qui avait maintenant l'air profondément mal à l'aise et honteux. Joyeux anniversaire, papa. Je suis désolé de partir tôt, mais je ne me sens pas bien. Ce n'était pas un mensonge complet. J'avais la nausée. Avant que quiconque puisse réagir, je suis sorti du salon privé, j'ai traversé le restaurant principal et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Les bruits de la fête, le tintement des verres et le faible bourdonnement des conversations se sont estompés derrière moi. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas délibéré et mesuré jusqu'à ma voiture. Une fois assise au volant, le barrage a cédé. Le calme froid s'est brisé et une vague de douleur brute et angoissante m'a submergé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je suis resté assise là, mes mains agrippant le volant, rejouant la scène encore et encore dans ma tête. Le rire, leur visage souriant. C'était une trahison si complète, si désinvolte, qu'elle semblait surréaliste. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais porté leur fardeau. J'avais sacrifié mon temps, mon argent et mes propres désirs pour assurer leur confort et leur sécurité. J'avais naïvement cru que mes actions constituaient une forme d'amour qu'ils reconnaissaient, même s'ils ne le louaient pas. Je pensais que nous étions une unité, liés par le sang et une affection mutuelle, bien que tacite. Cette illusion était maintenant brisée. Je n'étais pas leur famille. J'étais leur sponsor. Et un sponsor, réalisais-je avec une clarté glaçante, peut retirer son financement à tout moment. Le trajet de retour fut flou. Mon esprit, entraîné à analyser des données et à identifier des schémas, travaillait maintenant sur un type de problème différent. Il passait au crible des années de souvenirs, les réévaluant à la lumière crue de cette nouvelle révélation. Chaque merci, tu es une sauveuse d'Isabelle sonnait maintenant creux, teinté du calcul d'une transaction. Chaque fois que ma mère disait « tu peux te le permettre », cela ne semblait plus être une simple observation, mais une déclaration de droit. C'était un schéma de comportement que j'avais volontairement ignoré pendant des années, choisissant de croire en une version de ma famille qui n'existait tout simplement pas. J'avais payé pour un abonnement à un club qui ne m'avait jamais vraiment accepté comme membre. Il me laissait payer les cotisations, profiter de l'avantage occasionnel de ma générosité, mais en fin de compte, mon nom n'était pas sur la liste. Quand je suis rentré dans mon appartement silencieux et vide, la vue sur les lumières de la ville semblait différente. Elle ne me semblait plus être un symbole de ma réussite, mais un reflet de mon isolement. J'avais construit cette vie pour moi seul, et c'était une vie qu'il ne pouvait ni comprendre ni respecter. Il ne comprenait que ce qu'il pouvait en tirer. La douleur était toujours là, un poids lourd dans ma poitrine. Mais autre chose commençait à se former à côté d'elle. La résolution. Une résolution froide et dure qui semblait aussi solide et inflexible que les poutres d'acier des gratte-ciel devant ma fenêtre. Ils avaient ri. Ils pensaient que mon rôle dans cette famille était une blague. J'ai décidé sur le champ que la chute serait pour eux, et qu'elle ne serait pas drôle du tout. La nuit après la fête fut sans sommeil. J'étais assise dans mon bureau à domicile, la lueur de mes moniteurs projetant de longues ombres sur le mur, et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai analysé les données. Le sujet de mon analyse n'était plus un portefeuille d'actions ou une tendance du marché. C'était l'enchevêtrement financier de ma famille, un écosystème que j'avais créé et soutenu à moi seul. J'ai commencé par extraire chaque transaction, chaque virement, chaque facture que j'avais jamais payée pour eux. J'ai créé une feuille de calcul, un registre de ma générosité unilatérale. Les chiffres étaient stupéfiants.
Ce n'était pas seulement les grandes choses comme l'aide à la compte pour la maison d'Isabelle ou les frais de scolarité de l'école privée. C'était le goutte-à-goutte constant des dépenses quotidiennes. L'assurance auto que je couvrais pour Isabelle parce qu'elle avait un mois difficile. Les billets d'avion pour que mes parents rendent visite à leurs amis en Floride chaque hiver. Le nouvel ordinateur portable pour Ethan parce que le sien était trop lent pour son travail scolaire. C'était des milliers de dollars chaque année, des dizaines de milliers au cours de la dernière décennie. C'était un salaire fantôme pour ma sœur et un supplément de pension pour mes parents, tout provenant de mes comptes, sans poser de questions. Voir tout cela exposé en noir et blanc, quantifié dans des colonnes soignées et des sommes calculées, a éliminé l'émotion et l'a remplacé par un fait brut et irréfutable. Ce n'était pas du soutien, c'était une subvention. Je ne les aidais pas à se tenir sur leurs propres pieds. J'étais le sol sous leurs pieds, et ils avaient oublié comment se tenir debout seuls. Mais l'audit financier n'était qu'une partie de l'histoire. Je devais comprendre le pourquoi. Pourquoi le mépris? Pourquoi la cruauté désinvolte? Les mots d'Ethan étaient un symptôme. Mais ma mère était la source. Je devais comprendre le récit qu'elle avait tissé. Mon enquête est devenue moins une question de chiffres et plus une question de souvenirs, de mots que j'avais précédemment ignorés. J'ai repensé à d'innombrables réunions de famille. Je me suis souvenu de commentaires que ma mère faisait à la volée. Sienna est tellement concentrée sur sa carrière, elle n'a pas le temps pour une famille à elle. Ne dérangez pas Sienna avec ça. Elle est occupée avec des choses importantes de son travail. C'est différent pour Sienna. Elle n'a pas d'enfant à s'inquiéter. Elle avait passé des années à peindre un portrait de moi comme une bourreau de travail froide et distante, émotionnellement déconnectée des vraies choses de la vie, comme le mariage et les enfants. Ma réussite n'était pas une source de fierté pour elle. C'était une déviation de la vie qu'elle comprenait et valorisait. Isabelle, avec son tempérament artistique et son fils, s'intégrait parfaitement dans la vision du monde de ma mère. Moi, avec mes feuilles de calcul et ma solitude, non. Mes contributions financières n'étaient pas vues comme des actes d'amour parce que, dans son esprit, j'étais incapable de ce genre de véritable amour familial. Par conséquent, l'argent devait être autre chose. Une obligation, une taxe sur mon altérité, ou peut-être une tentative maladroite d'acheter ma place dans une famille à laquelle je ne pouvais pas appartenir organiquement. La réalisation la plus douloureuse est venue lorsque j'ai commencé à parcourir de vieux courriels et messages textes. J'ai cherché des conversations sur le fonds de scolarité d'Ethan. J'ai trouvé un courriel d'Isabelle datant de 2 ans, après que je l'ai informé que le fonds avait franchi une étape importante. Sa réponse était effusive. Tu es littéralement la meilleure sœur et tante de la planète. Ethan a tellement de chance de t'avoir. Mais ensuite, j'ai recoupé la date. À peine une semaine plus tard, elle avait publié une série de photos sur les réseaux sociaux d'un week-end improvisé dans un spa de luxe avec ses amis. La légende disait « Je me fais plaisir parce que je le mérite ». Prendre soin de soi, travailler dur, s'amuser. L'argent qu'elle économisait en n'ayant pas à s'inquiéter de l'éducation de son fils n'était pas utilisé pour construire son propre filet de sécurité. Il finançait un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mon soutien n'était pas un pont vers sa stabilité. C'était un hamac pour ses loisirs. Je favorisais son irresponsabilité financière. Puis je me suis souvenu d'un appel téléphonique d'il y a 6 mois. Ma mère m'avait appelé, la voix empreinte d'une panique fabriquée. Les impôts fonciers de mon père étaient dus et leur chèque de pension était en retard. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il pourrait perdre la maison. J'ai, bien sûr, immédiatement viré les 5 000 € pour couvrir la somme. Maintenant, poussé par une suspicion nouvelle et laide, je me suis connecté au site web des registres publics du comté. J'ai cherché leur propriété. Les impôts avaient été payés à temps, un mois complet avant qu'elle ne m'appelle. Elle avait menti. Elle avait inventé une crise pour m'extorquer de l'argent. De l'argent qui a probablement servi à quelque chose de beaucoup moins urgent. Un nouvel ensemble de patios peut-être, ou une croisière qu'elle avait mentionné vouloir faire. Les pièces se sont assemblées, formant une mosaïque de manipulation et de tromperie. Ils ne m'avaient pas seulement prise pour acquise. Ils m'avaient activement exploité. Ils avaient créé un récit dans lequel j'étais l'intruse, le distributeur automatique sans émotion, pour justifier leur dépendance à mon égard. Si je n'étais pas vraiment de la famille, alors ce n'était pas émotionnellement compliqué de prendre mon argent. C'était juste une transaction. Ma générosité était redéfinie comme mon devoir.
Mon silence était interprété comme un consentement. Mon amour était complètement et totalement mal compris. Tout le système était construit sur une base de mon altérité perçue. C'était un mensonge soigneusement construit qui leur permettait de bénéficier de mon travail acharné tout en me méprisant simultanément pour la vie même qui le rendait possible. Le rire à la fête n'était pas un événement soudain et spontané. C'était le point culminant d'années de blagues privées et de conversations chuchotées. C'était le moment où le masque est tombé, le moment où leur récit privé soigneusement construit s'est déversé au grand jour. L'enquête était terminée. J'avais suivi l'argent et trouvé une piste de droits acquis. J'avais suivi les murmures et trouvé un cœur de manque de respect. Les données étaient là et la conclusion était indéniable. Une correction était attendue depuis longtemps. La rage que je m'attendais à ressentir ne s'est jamais vraiment matérialisée. Au lieu de cela, après une nuit de comptabilité légale de ma propre vie, je me suis retrouvé avec un sentiment de clarté profond et glaçant. Les émotions sont désordonnées, mais les chiffres sont purs. Les données racontaient une histoire de déséquilibre, et mon travail consistait à corriger le marché. Ma famille avait fonctionné en supposant que j'étais une ressource infinie avec un coût émotionnel nul. Mon objectif était maintenant de leur présenter les concepts de rareté et de conséquence. Mon plan n'était pas né d'un désir d'infliger de la douleur, mais d'un besoin de restaurer un sens de l'ordre et de la justice dans ma propre vie. C'était un réajustement financier. Le premier et le plus important actif à traiter était le fonds de scolarité d'Ethan. C'était le plus grand investissement unique que j'avais fait dans l'avenir de ma famille, et c'était celui qui était le plus directement lié aux événements de cette nuit-là. C'était le fonds même dont ma mère s'était vantée quelques instants avant que son petit-fils n'annonce mon exil de la famille. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Ce matin-là, après quelques heures de sommeil agité, je me suis assise à mon bureau, une tasse de café noir à la main. Le soleil se levait, jetant une lueur dorée sur la ville, et le monde semblait silencieux, retenant son souffle. Je me suis connecté à mon compte de courtage. Il était là, compte pour mineur Ethan J. Miller. Le solde était d'un peu plus de 482 000 €. C'était un beau chiffre, le résultat de 7 ans d'investissement discipliné, de résistance à la volatilité du marché, de croyance en un avenir que je savais maintenant être une fantaisie. En tant que dépositaire du compte, j'avais un contrôle légal complet sur les fonds jusqu'à ce qu'Ethan ait 21 ans. Je pouvais retirer, réinvestir, ou même fermer le compte à ma discrétion tant que les fonds étaient théoriquement pour le bien-être du bénéficiaire. J'ai réfléchi à ce que son bien-être signifiait vraiment. Était-ce son bien-être de se voir offrir un avenir auquel il se sentait en droit sans aucune compréhension du sacrifice que cela exigeait? Était-ce son bien-être d'être élevé par une mère et une grand-mère qui lui apprenaient que le manque de respect n'a pas de conséquences? J'ai décidé que non. Son véritable bien-être nécessitait une leçon de réalité. J'ai ouvert l'onglet de gestion du compte. Les options étaient toutes là. Transférer, retirer, clôturer le compte. J'ai navigué vers la page de liquidation. Le système m'a demandé de confirmer que je voulais vendre toutes les participations du portefeuille. Les actions, les obligations, les fonds communs de placement, tout. J'ai cliqué sur « Confirmer ». La page suivante demandait où les liquidités devaient être transférées. J'ai entré le numéro de compte de mon propre compte d'épargne personnel à haut rendement, celui que j'utilisais pour mes propres objectifs à long terme. Une autre boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai fixé l'écran un long moment. Ce n'était pas seulement une transaction financière. C'était la rupture d'un cordon, la démolition d'un pont. C'était la reconnaissance finale et irréversible que la famille que je pensais avoir avait disparu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur la confirmation finale. Une petite coche verte est apparue à l'écran avec le message « Votre demande a été traitée ». Les fonds seront transférés dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe, juste une finalité calme et sombre. C'était fait. Mais ce n'était que la première étape. Le fonds de scolarité était la tête d'affiche, mais le réseau de petites subventions récurrentes devait également être démantelé. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. Je suis allé à la section de paiement des factures. J'ai trouvé le paiement mensuel récurrent pour l'assurance auto d'Isabelle. J'ai cliqué sur « Supprimer ». J'ai trouvé la facture de téléphone portable pour le forfait familial que je payais, qui incluait mes parents et Isabelle.
Je me suis connecté au site web du fournisseur et j'ai initié un transfert de responsabilité pour leur ligne. Ils seraient désormais responsables de leur propre facture. Le processus a pris 20 minutes. Clic. Supprimer. Confirmer. Suivant. Je suis allé sur mes comptes de carte de crédit. Isabelle était une utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes, une carte pour les urgences seulement et qu'elle utilisait avec une fréquence alarmante pour des non-urgences. J'ai trouvé son nom sous l'onglet de gestion de compte et j'ai cliqué sur supprimer l'utilisateur autorisé. Sa carte serait refusée la prochaine fois qu'elle essaierait de l'utiliser. Enfin, j'ai pensé à la maison. La maison pour laquelle j'avais cosigné. C'était plus complexe. Retirer mon nom d'une hypothèque n'est pas un simple clic. Cela nécessite un refinancement, pour lequel elle ne pourrait jamais se qualifier seule. Pour l'instant, mon nom devrait rester, mais j'ai pris note de consulter mon avocat. Je ne serai pas le soutien financier pour sa maison si elle venait à faire défaut. Le risque que j'avais volontairement pris pour ma sœur était un risque que je n'étais plus disposé à supporter pour une étrangère qui vivait dans la maison que j'avais aidé à acheter. À 8 heures du matin, j'avais systématiquement et silencieusement démantelé toute la structure de soutien financier que j'avais construite pour ma famille pendant 15 ans. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas envoyé de texto en colère. Je n'avais pas fait d'annonce dramatique. J'avais simplement fermé le robinet. Ils ne le sauraient pas encore. Ils se réveilleraient, commenceraient leur matinée sans savoir que le filet de sécurité qui avait toujours été sous eux avait été retiré. Mais ils allaient le découvrir. Le premier signe de problème serait probablement une notification par courriel de la société de courtage du fonds d'études. Une alerte envoyée à l'adresse électronique secondaire du dossier, celle d'Isabelle. Elle l'informerait que le statut du compte avait changé. Et alors, la nouvelle réalité commencerait à poindre. J'ai regardé mon téléphone. Il était encore silencieux. La tempête arrivait. J'avais fermé les écoutilles et j'attendais qu'elle touche terre. Le silence a duré jusqu'à 8h51. C'était un mardi matin et j'étais en réunion virtuelle avec mon équipe pour discuter des projections trimestrielles. Mon téléphone, réglé sur vibreur sur mon bureau, a commencé à bourdonner. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était Isabelle. Je l'ai ignoré et me suis reconcentré sur la présentation. Il a vibré encore et encore, un rythme frénétique et insistant. J'ai observé du coin de l'œil son nom clignoter à plusieurs reprises sur l'écran. Les appels arrivaient coup sur coup, sans pause. Dès qu'un appel tombait sur la messagerie vocale, le suivant composait déjà. C'était un caprice numérique. Les membres de mon équipe en visioconférence n'en savaient rien. J'ai maintenu un comportement calme et professionnel, posant une question sur les tendances des marchés émergents pendant que mon téléphone vibrait comme un insecte piégé. À la fin de la réunion à 9h15, j'avais 22 appels manqués de ma sœur et une série de messages textes de plus en plus délirants. Les premiers étaient confus. Sienna, appelle-moi. J'ai reçu un courriel bizarre à propos du compte d'Ethan suivi de « Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive pas à me connecter. » Puis la panique s'est installée. As-tu déplacé l'argent ? Appelle-moi tout de suite. Et enfin, la rage. Je te jure que si tu as fait ce que je pense que tu as fait, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Il y avait aussi un appel manqué de ma mère Diana et un de mon père Arthur. J'imaginais la scène chez ma sœur. Isabelle regardant avec incrédulité un solde à zéro. Ma mère se tordant les mains à côté d'elle. Toutes deux se montant la tête dans une frénésie d'indignation. Je les ai laissées mariner. Je me suis préparé une autre tasse de café, je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé le trafic de la ville couler fluidement en bas. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de légèreté. Le poids écrasant de leurs attentes, de leurs sentiments de droit, avait disparu. Je n'étais plus responsable de leurs choix, de leur avenir, ou de leurs sentiments. J'ai bu mon café lentement, délibérément. J'ai décidé que je répondrais la prochaine fois qu'Isabelle appellerait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 9h25, mon téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, le mettant sur haut-parleur et le posant sur mon bureau. « Bonjour, Isabelle, dis-je, ma voix calme et égale. » Le son qui est sorti du haut-parleur n'était pas une salutation. C'était un hurlement, un son brut et guttural de pure fureur. « Que as-tu fait ?
Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, répondis-je, mon ton délibérément neutre. N'ose pas jouer l'innocente avec moi. L'argent des études d'Ethan. Il a disparu. Tout. Où est-il, Sienna? Il est en sécurité, dis-je simplement. Il est sur mon compte. Ton compte? Ton compte? C'est l'argent d'Ethan. Tu as volé l'avenir de ton neveu. L'hypocrisie était à couper le souffle. Elle a crié et sangloté, un torrent d'accusations et d'insultes. J'étais un monstre. J'étais jalouse. J'étais amère parce que je n'avais pas de famille à moi. Et puis est venue la phrase que j'attendais. Tu es sans cœur. Je l'ai laissé déverser sa rage sur moi, écoutant patiemment jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin pour reprendre son souffle. Le silence s'est étiré un moment avant que je ne parle. Ma voix, toujours calme mais maintenant bordée d'acier. Sans cœur, répétai-je, goûtant le mot. C'est un choix de mots intéressant. Parlons de ce qui est sans cœur, Isabelle, continuai-je avant qu'elle ne puisse m'interrompre. Sans cœur, c'est d'enseigner à ton fils que la tante qui a payé son école privée, ses factures médicales et tout son avenir ne fait pas vraiment partie de la famille. Sans cœur, c'est de rire quand il le lui dit en face dans une pièce pleine de gens. Sans cœur, c'est de favoriser une culture de manque de respect envers la personne qui a été ta bouée de sauvetage financière pendant plus d'une décennie. Je pouvais l'entendre bafouiller à l'autre bout, mais j'ai continué. Cet argent n'était pas à Ethan. C'était le mien. C'était un cadeau que je prévoyais de faire. Un cadeau basé sur l'idée que nous étions une famille qui s'aimait et se respectait. La fête de samedi a rendu limpide que ce n'est pas le cas. On ne se moque pas de la banque familiale pour ensuite être surpris quand elle ferme ses portes. Soudain, une autre voix était au bout du fil. C'était ma mère. Sienna, ça a assez duré, cria-t-elle, ayant manifestement arraché le téléphone à Isabelle. Tu punis un enfant pour une blague stupide. Tu gâches sa vie pour rien. J'exige que tu remettes cet argent tout de suite. Bonjour, mère, dis-je, ma voix devenant encore plus froide. Je ne punis pas un enfant pour une blague. Je réponds à un sentiment que tu as créé. Grand-mère dit que tu ne fais pas vraiment partie de la famille. Ce sont ses mots. Tes mots. Pensais-tu vraiment que tu pouvais empoisonner ton petit-fils contre moi et que je serais encore heureuse de te donner un demi-million de dollars? Pensais-tu que mon argent venait sans mes sentiments attachés? Tu as toujours été trop sensible, s'écria-t-elle. Et vous avez toujours été trop imbu de vos droits, rétorquai-je. Pendant des années, vous m'avez tous traité comme un distributeur automatique, et je vous ai laissé faire. C'était mon erreur. Mais le service est maintenant définitivement déconnecté. L'éducation universitaire d'Ethan est maintenant la responsabilité d'Isabelle. Je lui suggère de commencer à mettre à jour son portfolio. Parce que ces prestigieuses écoles d'ingénieurs sont, comme mon oncle l'a souligné, très chères. Je pouvais entendre Isabelle se lamenter en arrière-plan. Ma mère resta sans voix un instant. Puis elle essaya une autre tactique. Et ton père? Cela lui brisera le cœur. Le cœur de mon père a déjà été brisé samedi soir quand il a dû regarder sa femme et sa fille aînée rire de l'humiliation publique de sa plus jeune fille, dis-je. Et en parlant de papa, son cadeau d'anniversaire est en route. J'ai créé une fiducie qui déposera une petite somme sur son compte personnel chaque mois pour ses passe-temps. C'est à son nom uniquement, donc toi et Isabelle ne pouvez pas y toucher. C'est ma dernière contribution familiale. Et sur ce, j'ai raccroché. Le silence dans mon appartement était absolu. Le téléphone n'a pas sonné à nouveau. La confrontation était terminée. L'onde de choc avait frappé. Et maintenant, il n'y avait plus que les conséquences. Les semaines qui ont suivi l'appel téléphonique ont été une étude sur le silence. Le flux constant de textos, d'appels et de courriels de ma famille, qui avait été le bruit de fond de ma vie pendant des années, a complètement cessé. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. J'étais excommunié. Il n'y avait plus de « s'il te plaît », plus d'excuses, plus de demandes en colère. Il y avait juste un vaste silence retentissant. Au début, c'était déconcertant. Je me surprenais à vérifier instinctivement mon téléphone pour des messages qui n'étaient pas là. Mais bientôt, le silence s'est transformé d'une absence en une présence. Il est devenu la paix. Il est devenu la liberté.
J'ai réalisé à quel point une grande partie de mon énergie mentale et émotionnelle avait été consommée par eux. M'inquiéter des finances d'Isabelle, anticiper le prochain commentaire passif-agressif de ma mère, planifier et payer pour des événements conçus pour les rendre heureux. Avec ce fardeau levé, j'avais de l'espace pour respirer, pour penser à ce que je voulais. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Isabelle tentait de me poursuivre en justice pour l'argent des études d'Ethan, affirmant que j'avais un devoir fiduciaire et que les fonds étaient un don irrévocable. Je l'ai transmise à mon propre avocat, que j'avais déjà consulté. Sa réponse fut rapide et rassurante. En tant que dépositaire d'un compte UTMA, j'avais une large discrétion. Compte tenu des circonstances de manipulation émotionnelle et du fait qu'Ethan était encore mineur, son cas était incroyablement faible. Il a rédigé une réponse si tranchante et juridiquement blindée que nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. La tentative, cependant, était révélatrice. Son premier instinct n'a pas été la réflexion ou le remords. C'était le litige. C'était la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. Mon père a été le seul à me contacter. Il m'a appelé environ 2 semaines après l'incident. Sa voix était fatiguée et lourde de tristesse. « Je suis désolé, Sienna, a-t-il dit. Pour ce qui s'est passé, pour tout ça. J'aurais dû dire quelque chose. »« Ce n'est pas grave, papa, répondis-je. Et je le pensais. Mon père était un homme passif, pris entre 3 femmes à forte volonté. Je ne pouvais pas lui en vouloir de ne pas avoir su naviguer dans la tempête. Nous avons parlé longtemps, plus que nous ne l'avions fait depuis des années. Je lui ai parlé de la fiducie que j'avais créée pour lui, et il a pleuré. C'étaient des larmes silencieuses de gratitude. Nous avons prévu de déjeuner, juste nous deux, la semaine suivante. C'était le début d'un nouveau type de relation avec lui, une relation construite non pas sur l'obligation ou les grands gestes, mais sur une connexion simple et authentique. L'argent du fonds de scolarité est resté sur mon compte d'épargne, accumulant des intérêts. Je n'y ai pas touché pendant 6 mois. J'avais besoin de le séparer de son histoire douloureuse et de décider quel serait son nouveau but. Il ne s'agissait plus d'assurer un avenir à quelqu'un qui ne me respectait pas. Il s'agissait d'honorer le travail acharné et le sacrifice qu'il avait créé en premier lieu. J'ai décidé de le diviser. Une partie est allée dans mon propre fonds de retraite, renforçant ma propre sécurité future. Une autre partie, je l'ai utilisée pour créer une fondation de bourse d'études au nom de mon père pour les étudiants défavorisés souhaitant poursuivre des diplômes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Je voulais que l'argent aille à des jeunes qui comprendraient sa valeur, qui ne le verraient pas comme un droit, mais comme une opportunité qui change la vie. Le reste, je l'ai utilisé pour vivre. J'ai pris les vacances que j'avais toujours reportées. J'ai légèrement réduit mes heures de travail, échangeant un peu de revenus contre plus de temps. J'ai investi en moi-même. Quant à Isabelle et Ethan, j'ai eu des bribes de nouvelles par les rumeurs familiales, via mon père. Isabelle avait été forcée de prendre un emploi à temps plein dans une agence de marketing d'entreprise. Ses rêves d'indépendante ont été mis en attente, remplacés par la réalité d'avoir besoin d'un salaire stable et d'avantages sociaux. Ethan n'est pas allé dans une prestigieuse université d'ingénierie. Il fréquentait un collège communautaire local, probablement avec l'intention de transférer plus tard dans une université d'État. Il avait un travail à temps partiel pour aider à payer ses études. Je ne sais pas s'il a jamais appris toute l'histoire ou s'il a compris les conséquences de sa blague. Peut-être qu'un jour il le fera. Je n'éprouve aucune haine pour eux. Ce que je ressens est un profond sentiment de détachement, comme si je lisais un livre sur des personnages dont les vies ne croisent plus la mienne. Ma définition de la famille a changé. Il ne s'agit plus de sang ou d'obligation. Il s'agit de respect mutuel, de soutien et d'amour. Ma famille est maintenant le cercle d'amis proches que j'ai cultivé au fil des ans, ceux qui célèbrent mes succès sans ressentiment. Ce sont mes déjeuners tranquilles avec mon père. Ce sont les lettres de gratitude que je reçois des boursiers. Je suis toujours la sensée, la pratique, mais je ne suis plus la banque familiale. Mes actifs sont les miens, et je les investis judicieusement dans des personnes qui comprennent leurs vraies valeurs. Et ma vie, autrefois un système de soutien silencieux pour les autres, est maintenant une entité vibrante et prospère à part entière. Je suis enfin un membre à part entière de ma propre famille.